Si je vous demandais combien de dangers court aujourd'hui l'espèce humaine, je suis sûr que vous pourriez m'en donner 5 ou 6 sans réfléchir. Mais la plus grande menace n'est pas toujours celle qu'on voit venir. En 2009, un médecin en Allemagne m'annonce que j'ai la mononucléose. Chez l'adulte, il me dit « il n'y a pas grand-chose à faire, juste attendre ». Alors j'attends. Quand on se regarde tous les jours dans le miroir, on ne se voit pas mourir. Les petits changements du quotidien s'installent et finissent par sembler naturels. 6 mois plus tard, la vérité m'explose au visage. Cancer, stade 4. La crise dont je vais vous parler aujourd'hui est déjà là. Elle se propage silencieusement, supplantée par des idées absurdes comme la peur de la surpopulation ou le bilan carbone des enfants. Elle est galvaudée dans le discours public, rien d'étonnant puisqu'elle ne fera jamais rien vendre. Et dès qu'on essaie de creuser en profondeur, des aboiements surgissent pour étouffer toute discussion. Mais dans quelques années à peine, elle sera impossible à ignorer. Alors évitons de faire comme mon médecin généraliste et essayons de poser dès maintenant le bon diagnostic. Quand on aborde des sujets de société complexes, il y a deux écoles. Il y a ceux qui expriment une opinion sur le moment, qui vous bricolent des foutaises sur mesure, un mélange de oui-dire à moitié oublié et de surenchère morale qu'ils déguisent en vertu sociale. Et puis il y a ceux qui creusent, qui lisent, qui doutent et qui réalisent qu'ils ne savent pas grand-chose. Et ça, c'est bien normal. Parce que la vérité ne repose jamais en surface, elle est tapie dans les détails. Quand un sujet vous intéresse, qu'il est important, ne vous arrêtez pas aux bruits qui vous parviennent, filtrez pour atteindre le signal. N'importe qui peut vous pondre une explication avec de l'imagination. Mais tant qu'à faire, vous dire ce que vous voulez entendre, parce que votre argent est toujours bon à prendre. Le résultat d'un siècle de stratégie publicitaire, c'est quoi? C'est qu'on a tous appris à préférer les explications simples. On veut trouver des solutions rapides. On court après les produits miracles. Mais la vérité implique un certain temps d'exposition. Et elle n'est pas toujours facile à entendre. Elle demande de la patience, des recherches et de se remettre en question. C'est bien parce qu'il faut payer ce prix pour l'approcher qu'elle est engloutie par la fiction. Alors, je prétends pas détenir la vérité sur le sujet dont on va parler. D'ailleurs, personne ne devrait. C'est bien trop compliqué. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai pas trouvé tout ça sur TikTok ni Google Actualité. Bon, j'ai largement expliqué pourquoi cette vidéo est longue. Si ça vous pose un problème, allez chez Combini, ça leur prend 30 secondes. On ne peut pas parler de démographie sans aborder quelques chiffres. Et le premier, celui qu'on connaît tous quand il s'agit des naissances, c'est 2,1. 2,1, c'est le nombre moyen d'enfants par femme pour qu'un pays assure le renouvellement de sa population. Aujourd'hui, en France, notre taux de fécondité est de 1,6. C'est 0,5 en dessous du seuil de renouvellement, le taux le plus faible en France depuis 100 ans. Dit comme ça paraît pas grand-chose. Mais à 1,6, chaque génération se réduit d'un quart par rapport à la précédente. Au bout de 3 générations seulement, le nombre d'enfants se réduit de 60%. Et ça, c'est si les chiffres restent stables. Comme vous le voyez, c'est pas vraiment la tendance. Partons maintenant en Corée du Sud pour entrevoir notre futur. La Corée est à 0,7 enfants en moyenne. Pour eux, dans 3 générations, il naîtra 4 enfants pour les 100 qui naissent aujourd'hui. Et ils sont déjà plus très nombreux. Il faut savoir que 70% des pays du monde sont déjà en dessous du seuil de renouvellement. Les exceptions pour le moment sont en Afrique subsaharienne et perdent un enfant par femme tous les 15 ans. On est donc tous sur la même pente, juste à des périodes différentes. Alors vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est vraiment un problème? Après tout, il y a déjà beaucoup trop de monde, donc la baisse des naissances, ça peut pas être bien grave, ça fera du bien à la planète. Pour que la France fonctionne, la pyramide des âges doit respecter un certain équilibre. Au centre, la population active, qui produit les ressources et finance le système. En haut, les retraités, soutenus par les actifs grâce aux cotisations et aux impôts. En bas, les jeunes, qui doivent être suffisamment nombreux pour prendre la relève. Vu comme ça, la pyramide des âges en France en 2025 semble inoffensive. Mais prenons le temps de réfléchir et concentrons-nous sur la baisse exceptionnelle du nombre de naissances ces 10 dernières années. Avec cette pyramide, on peut voyager dans le temps. Pour partir 1 an dans le futur, on remonte simplement chaque ligne d'un cran. Et voilà, tous les Français viennent de vieillir d'1 an. Ajoutons maintenant les naissances des années suivantes en s'appuyant sur la tendance actuelle. Si on imagine qu'elle est la même que celle des 15 dernières années, voilà ce que ça donne. Pour cette démonstration, je ne prends pas en compte l'immigration, dont un des rôles est de pallier à ce manque de naissances. Alors, il n'y a rien qui vous choque? J'espère que vous comprenez qu'à côté de cette urgence, le réchauffement climatique peut attendre. Parce que cette crise des naissances présente des risques bien plus imminents dont nous faisons déjà l'expérience.
Les conséquences économiques et sociales d'une inversion de la pyramide des âges sont colossales. La population vieillissante va peser de plus en plus sur des systèmes de santé déjà fragiles. La solitude, symptomatique de cette génération, va s'amplifier car de moins en moins d'entre eux auront des enfants. Sans famille, il faudra les prendre en charge. En parallèle, les actifs censés financer tout le système vont diminuer. Moins nombreux, ils paieront plus d'impôts et seront plus taxés. Mais ça ne sera jamais assez. Nos villes, nos services publics, toute notre société fonctionne grâce à une perfusion fiscale permanente. Elle dépend d'un système qui survit qu'en accélération constante. Un nombre toujours plus faible de contribuables ne compensera jamais une dette qui augmente. Les budgets vont se réduire. Entretenir les rues, ramasser vos déchets, financer les écoles, la police, les hôpitaux, la justice va devenir compliqué. Les campagnes avant les villes seront vidées de leurs commerces et de leurs services. Les offres d'emploi vont se réduire. Sans travail ni commodité nécessaire à la survie, les quartiers vont se vider, les prix de l'immobilier vont s'effondrer et ce cercle vicieux va s'accélérer. Bientôt, des quartiers entiers puis des villes seront désertés. Alors je sais, ça paraît digne d'un épisode de Walking Dead, mais pour comprendre cette réalité, je vous invite à vous renseigner sur l'histoire de la ville de Détroit aux États-Unis. Vous pourrez voir les effets d'une population en baisse sur l'économie locale, l'effondrement des services publics de la ville et tout ce dont je viens de vous parler. Si certains éléments de ce tableau vous rappellent déjà des villes françaises, vous n'êtes pas seul. Et ce n'est qu'un avant-goût d'une longue liste de problèmes liés au manque de naissances. Alors je vous rassure, on va parler de solutions quand même. Mais avant ça, c'est important que vous compreniez comment on en est arrivé là. La première chose à laquelle on pense pour expliquer la baisse de la natalité, c'est la chute de la fertilité. Notre mode de vie industriel affecte notre santé et notre fertilité en subit les conséquences. Mais les chiffres sont unanimes. La part de la population qui ne peut pas avoir d'enfants reste marginale. La PMA, qui continue de progresser, permet en plus de pallier à certains problèmes. C'est important de noter, et on y reviendra plus tard, que les difficultés croissantes à avoir des enfants sont largement dues à l'âge de plus en plus tardif auquel les femmes décident de procréer. Donc je ne vais pas m'éterniser sur la fertilité. La deuxième cause souvent évoquée, c'est la contrainte financière. Les prix ont explosé, et beaucoup affirment ne plus avoir les moyens d'élever des enfants. En quelques décennies, les jeunes ont perdu 20 à 30 mètres carrés de surface habitable, soit l'espace pour 1 ou 2 enfants. Les salaires moyens baissent, le coût de la vie augmente et l'écart n'arrête pas de se creuser. Pourtant, l'histoire et la géographie le prouvent. Les populations pauvres ont toujours fait plus d'enfants. Si certains renoncent à fonder une famille faute d'argent, on verra que beaucoup choisissent surtout de le dépenser autrement. Et pour prendre l'exemple de la Corée du Sud, elle arrose ses citoyens d'argent pour devenir parents depuis 25 ans et n'a toujours obtenu aucun résultat. Donc si les problèmes de moyens, financiers ou biologiques, n'expliquent qu'une petite partie du phénomène, c'est donc qu'on a avant tout affaire à un problème de choix. Et un chiffre dont personne ne parle va complètement changer votre regard sur la situation. Ce qui est intéressant avec le taux de fécondité d'1,6 en France, c'est que c'est une moyenne. Vous vous souvenez quand je vous disais que la vérité est tapie dans les détails? Stephen Chow, réalisateur du documentaire Birth Gap, je vous mets le lien en description, a découvert en croisant les statistiques un chiffre très important. Aujourd'hui, les femmes qui deviennent mères ont toujours autant d'enfants qu'il y a 40 ans. Dans les années 80, elles en avaient 2,4 et ce chiffre n'a pas changé. Cette information révèle la raison réelle de la crise des naissances. Elle ne s'explique pas par une baisse du nombre d'enfants par mère, mais par une hausse du nombre de femmes qui n'en ont jamais. Alors attention, seulement 10% de ces femmes sans enfants disent n'en avoir jamais voulu. Un chiffre qui peut sembler faible, mais qui était de seulement 2% il y a 15 ans. Ensuite, 10% n'ont malheureusement jamais réussi à tomber enceinte. Mais surtout, les 80% restantes voulaient fonder une famille et n'avaient jamais imaginé finir leur vie sans enfants. Alors, qu'est-ce qui prive ces femmes, et par conséquent ces hommes, de la famille dont ils rêvaient? Quelle est la cause profonde de cette crise des naissances dont personne n'ose parler? Pour le comprendre, laissez-moi vous raconter l'histoire de la machine qui l'a déclenchée. Il n'y a pas si longtemps, seule une poignée de journaux papier et de chaînes de télé bénéficiaient du monopole de l'information. Pour plaire à tout le monde et assurer un maximum de ventes, ils essayaient de rester relativement neutres pour ne s'aliéner personne. Le devoir d'informer et l'objectivité constituaient encore les fondations du journalisme. Puis arrive Internet avec sa vitesse fulgurante et offre à tous l'opportunité de publier en ligne et de se faire entendre. Du coup, le nombre de médias numériques explose. Mais dans ce marché saturé, imiter les autres, ce serait se partager une part toujours plus petite du même gâteau. Donc le marché de l'information se fragmente
et chacun essaie de se différencier des autres. Plus question de nous informer, hein. L'enjeu c'est de capter à tout prix notre attention. Et le numérique possède un atout de taille dont les journaux papier et la télévision n'auraient jamais osé rêver. Le pouvoir de mesurer notre attention à la microseconde. Alors très rapidement, les données révèlent que l'argumentation rigoureuse fait pas vraiment le poids face à des leviers bien plus efficaces. Et ces leviers, je vous le donne en mille, ce sont nos émotions. Mais pas n'importe lesquelles. En haut de la liste, la peur, la colère et l'indignation. Surtout lorsqu'elles dressent un groupe contre un autre. Chaque mot devient une arme pour capturer des clics. Avec de l'imagination, n'importe quel événement peut servir n'importe quelle cause. Bienvenue dans l'âge d'or de l'instrumentalisation. Les fondations du journalisme s'effritent sous la pression capitaliste, et de ceux qui étaient hier encore les gardiens de notre information, ne reste bientôt plus qu'une industrie de l'outrage. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Facebook et les réseaux sociaux envahissent le web. Ils enfantent les dictateurs les plus puissants de toute l'histoire, les algorithmes. Et leur mission est simple, analyser mécaniquement nos réactions et adapter le contenu qu'ils nous balancent pour prendre en otage notre intention. Ces algorithmes, pour qui vous n'êtes qu'une bête série de clics, découvrent comme les humains avant eux les rouages de la psychologie humaine. Très vite, ils tirent sur nos ficelles et excellent dans l'art de nous enfermer dans une bulle. Clic après clic, ils nous transforment sans état d'âme en une version toujours plus extrême de nous-mêmes. En parallèle, Apple glissera dans toutes les poches du monde le premier iPhone. Voilà le début d'une relation toxique et fusionnelle entre l'homme et son téléphone. Mais condamner unilatéralement la puissance d'Internet n'est pas lui rendre hommage. Il a aussi offert à des causes et leurs victimes la chance inespérée d'enfin faire entendre leur voix. C'est le cas du mouvement MeToo, qui a permis aux femmes victimes de violences sexuelles, longtemps isolées et réduites au silence, d'exposer des agresseurs jusqu'ici intouchables. Mais ce mouvement, qui n'était au départ qu'une correction nécessaire, coche toutes les cases de l'industrie de l'outrage. Exploité par les algorithmes, avides de cibles, le féminisme s'érige alors en dogme et inonde le discours public. Instrumentalisé à tous les étages, ce mouvement, qui aura tant donné aux femmes, se radicalise et ouvre la porte à toutes les autres formes de justice sociale. Et qui se trouve en pleine ligne de tir de cette armée inépuisable? Nos enfants, en quête d'identité, vulnérables, hypnotisés par la magie de cette technologie, dont leurs parents feignent ignorer toute la puissance, parce que ça les arrange. Les jeunes générations trouvent dans cette justice sociale le parfait exutoire aux frustrations propres à leur âge. C'est le début d'une débâcle idéologique mondiale qui signe la plus grande fracture qu'on ait jamais connue entre les hommes et les femmes. La voilà, la face cachée de cette crise des naissances. Mais ça, ce sera pour la deuxième partie de cet épisode. J'espère que vous réalisez maintenant l'ampleur du problème et à quel point il est urgent qu'on en parle. Alors ne gardez pas pour vous cette prise de conscience et prenez le temps de partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve bientôt pour essayer de comprendre ce qui se passe entre les hommes et les femmes. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Gardez l'esprit ouvert, mais surtout, ne laissez pas leur circuit entrer.